Sans tambour ni trompette, la Chine creuse son sillon en Afrique avec une montée en puissance économique et politique ces dernières années, alors que les Occidentaux, eux, notamment la France, connaissent des relations tumultueuses avec plusieurs pays du continent africain. Avec nous pour en parler, Xavier Oregan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes géographe, chercheur à l'Institut français de géopolitique, maître de conférences à l'Université catholique de Lille. Et vous êtes l'auteur du livre que l'on voit à l'image, Chine, puissance africaine, géopolitique des relations sino-africaines. C'est aux éditions Armand Collin. À quand remonte la présence chinoise en Afrique? On aurait presque l'impression, quand on voit l'actualité, depuis quelques années, que c'est nouveau. En fait, vous le dites dans votre livre, ça remonte quand même. Oui, ça remonte aux années 60 principalement, après la conférence de Bandung en 1955. Et en 63, précisément, Zhou Enlai, le Premier ministre chinois, va procéder à la première grande tournée chinoise en Afrique. Et donc, il va énoncer les 8 principes de la politique africaine chinoise. Donc, c'est la naissance de ce qu'on appelle la Chine-Afrique, la politique africaine de la Chine en Afrique. Quand vous dites Chine-Afrique, ça fait penser à France-Afrique. Il y a comparaison ou comparaison n'est pas raison? Comparaison n'est pas raison. Je n'accole pas les deux mots. Je les sépare, notamment avec un espace ou un tiret, à la limite. Mais non, effectivement, Chine-Afrique renvoie à France-Afrique de Verschave, donc un système rentier, kleptocrate, entre Français et Africains, l'État franco-africain de Jean-Pierre Dezon. Et je n'associe pas en tout cas ces deux mots-là, pour la simple raison que les réseaux ne sont pas aussi structurés et donc fatalement la corruption n'est pas aussi bien installée en Chine. Mais à l'époque, quelle est la doctrine? Vous citiez 1963, c'est quoi la doctrine? C'est aller en Afrique pour des raisons économiques éminemment? Non, à l'origine, l'Afrique est plutôt vue comme un vaste terrain de jeu politique et idéologique, avec le petit livre de Mao notamment, qui circule. Donc la Chine à l'époque veut surtout gagner des voix pour se faire reconnaître à l'ONU, pour évincer Taïwan, évidemment, de l'ONU en 71. Et ces dernières années, en revanche, cela a pris un tour éminemment économique. À quand situez-vous justement cette montée en puissance de Pékin sur le continent africain? Il y a 2 années, 2 dates. 82, après la mort évidemment de Mao et Zhou Enlai. 82, c'est l'autre grande tournée chinoise en Afrique, avec Cao Ziyang notamment, qui va séparer les principes en deux, par deux, donc de 8, il passe à 4. Et on a effectivement un point de vue mercantile qui se dégage. Et l'autre date, c'est 93-94, l'année glissante, on va dire, puisque la Chine devient dépendante sur le plan pétrolier. Elle doit aller chercher des ressources naturelles ailleurs qu'en Chine, notamment en Afrique. Quelles ressources naturelles? Du pétrole, notamment, mais également des minerais, des métaux, du bois, du poisson, et également des ressources halieutiques. Donc tout un tas, une grande diversité de ressources qu'elle va aller chercher un petit peu à l'étranger, évidemment, et notamment sur le continent africain. Les routes de la soie 2013, le lancement, en quoi cela concernait-il l'Afrique? Alors, à l'origine, l'Afrique est peu concernée finalement par le Belt and Road, par les nouvelles routes de la soie. C'est plutôt finalement l'Eurasie qui est concernée, et notamment l'Europe, le premier marché commercial. On voit la carte, peut-être l'Est du continent? Oui, une partie de l'Est, notamment, on va dire, le Kenya, la Tanzanie et Djibouti, en passant par le canal de Suez et l'Égypte. Mais fondamentalement, c'est plutôt finalement les voies ferroviaires qui intéressent les Chinois et ou les autoroutes. Les navires, les bateaux étant déjà bien développés, y compris par d'autres armateurs, d'autres logisticiens, ce n'est pas la priorité à l'origine, en tout cas, pour la Chine. La Chine est devenue le premier partenaire commercial et de développement de l'Afrique subsaharienne, avec des échanges qui totalisent tout de même 170 milliards de dollars. Pourquoi la Chine a-t-elle à ce point musclé sa présence en Afrique? On pense effectivement aux terres rares, notamment aux minerais. Est-ce qu'on peut nous dire dans quelle mesure et quels pays sont concernés par cette ruée vers ce nouvel ordre technologique? Disons que la Chine, on l'appelle l'atelier du monde, ce n'est pas totalement fortuit. Disons que la Chine a besoin de ces ressources pour transformer sur ses lignes de production des matières premières qui vont devenir des produits finis ou semi-finis, comme des iPhones, des téléphones portables, etc. Donc, elle a besoin d'aller chercher, via ces entreprises, ces matières premières pour les transformer. Donc, elle a besoin de l'Afrique, notamment la République démocratique du Congo, qui est quand même le pays le plus concerné dans ce cadre-là des matières premières minérales, minéralières et métallifères. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Tout simplement, on va avoir des groupes à capitaux publics ou privés, minoritairement, qui vont aller sur le continent africain et dans ce pays, la RDC en particulier, pour aller extraire ces matières premières, pour les acheminer par bateau, évidemment, étant donné le poids, vers la côte chinoise, donc Shanghai en particulier, et ensuite les transformer. C'est intéressant que vous citiez la République démocratique du Congo, parce que je parle sous votre contrôle. Un certain Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, était à Kinshasa il n'y a pas si longtemps. Il a évoqué la question avec le gouvernement congolais. Est-ce qu'il y a match, comme on dit, entre la Chine et les États-Unis? Le président Tshisekedi a dit à Anthony Blinken, on ne peut pas remettre en cause des contrats qu'on a signés avec la Chine, ça nous engage. Bien sûr, il y a un engagement légal. Juridique, oui, juridique, voilà, tout à fait. Donc non, ils ne
peuvent a priori pas être remis en cause, à part une nationalisation. Mais l'idée, c'est que on a une concurrence qui se joue surtout dans le domaine privé. Alors, côté états-unien, côté chinois, c'est plutôt public encore pour le moment, à part pour des entreprises à capitaux privés et à capital fermé en général, comme Huawei. Mais généralement, les grands groupes chinois sont plutôt à capitaux publics, donc ils dépendent finalement du Premier ministre. Et du pouvoir politique en place, évidemment. J'aimerais vous entendre sur le Gabon et la Chine qui ont célébré récemment le cinquantenaire de leur amitié. Partenariat stratégique de coopération globale, enjeux et perspectives, ça ce sont pour les termes officiels chinois. Mais là encore, on parle de manganèse qui sert notamment à l'acier. Est-ce que le Gabon est un pays stratégique pour la Chine, au point d'ailleurs que lors du coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo, Pékin a très vite réagi? Alors, je ne dirais pas stratégique, notamment si on le compare à des pays comme l'Angola, comme les deux Soudans, du Nord et du Sud, ou éventuellement l'Algérie. En fait, chaque pays a des spécificités, c'est normal, 54 pays en Afrique. Donc, chacun a des priorités et, évidemment, la Chine va aller rechercher ce dont elle a besoin dans chaque pays, entre guillemets. Donc, ce sont des stratégies, on va dire, par pays, plutôt que par région ou par continent. Et la Chine, évidemment, va retirer les bénéfices qu'elle entend retirer dans chaque pays. Dans le Gabon, on a du bois, on a un petit peu de manganèse, un petit peu de cacao à la limite, mais c'est assez limité. Pardon. Sur l'Angola, c'est la question pétrolière qui attire la Chine. De très loin. Oui. Ouais. Et sur l'Algérie, on aimerait vous entendre, on entend moins parler, mais il y avait une présence d'entreprises chinoises, notamment dans la construction et le bâtiment. Oui. Est-ce que le pouvoir algérien a changé de politique en la matière ou... Alors, je rappelle tout d'abord que le continent africain, c'est le premier relais extraterritorial pour la Chine. Donc, c'est la première région au monde où la Chine gagne des contrats, à peu près 40-50 milliards par an. C'est gigantesque. Donc, forcément, il y a des pays qui sortent du lot, en quelque sorte. Et l'Algérie fait partie d'eux. L'Algérie, effectivement, est le premier pays qui octroie des contrats, notamment de BTP, de bâtiments, à des entreprises chinoises, en général à capitaux publics. Ces dernières années, du fait de la crise économique et politique, par ailleurs, en Algérie, les contrats se raréfient. Donc, il y a une forme de préférence nationale qui est gérée d'un point de vue gouvernemental algérien. Et c'est vrai que les groupes chinois, pour des raisons de coût notamment, parce que la main-d'œuvre chinoise est chère, il faut la soigner, il faut l'importer, etc. Donc, cette main-d'œuvre chinoise a tendance à reculer en Afrique et en Algérie en particulier. On évoquait tout à l'heure la République démocratique du Congo, l'Angola. Est-ce que, comme le dit Pékin, c'est un partenariat gagnant-gagnant ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué? Non, c'est plus complexe, effectivement. La formule rhétorique chinoise gagnant-gagnant, win-win, disons... est bienvenue pour ceux qui vont s'y retrouver politiquement, mais pour la majorité des États africains et des populations surtout, parce qu'on parle finalement peu des populations, elles ne s'y retrouvent pas. Et le partenariat est gagnant en général pour la Chine, plutôt perdant pour les parties africaines. Est-ce qu'on peut parler d'une ingérence sur le plan politique de la Chine en Afrique? De mon point de vue, oui, malgré le principe de non-ingérence qui est mis aux orfèvres en Chine et en général. Oui, effectivement, il y a une forme d'ingérence politique, culturelle, parfois militaire, ou en tout cas sécuritaire. Donc oui, il y a une ingérence multiforme. Mais dans quel pays, dans quelle région d'Afrique? On l'a vu au Soudan du Sud, évidemment. On l'a vu en Côte d'Ivoire en 2002, 2003 et 2007, puis 2010. On l'a vu au Soudan du Nord, à Khartoum. On l'a vu en partie en Angola. Donc finalement, dans des situations de crise géopolitique où la Chine s'ingère plus ou moins à des intérêts qu'elle entend défendre, évidemment, comme en RDC, on en parlait. Et effectivement, dans ce cadre-là, les casques bleus chinois ne sont pas des casques bleus neutres, en quelque sorte. Ouais. Les instituts Confucius existent en Afrique? Oui, bien sûr. Quel est leur rôle? Alors, le rôle, à l'origine, c'est de diffuser la culture et la langue chinoise, la langue réformée, le mandarin réformé, pas le taïwanais évidemment, pas le mandarin qu'on utilise à Taïwan. Et donc dans ce cadre-là, on a des instituts qui sont en général en coopération, en tout cas avec des universités. Mais ce que le gouvernement chinois, les officiels chinois ne disent pas directement, c'est que l'Institut Confucius a généralement une prérogative politique finalement dans le pays et va effectivement diffuser non pas que la culture chinoise mais également les desiderata politiques et les représentations politiques du gouvernement chinois dans tel pays. Que nous dit cette relation sino-africaine? Comment les Occidentaux et notamment la France voient cette montée en puissance de la Chine sur le continent africain? Déjà très tardivement, beaucoup trop tard. Comme je le disais, depuis les années 90, avec la politique de sortie de capitaux et des acteurs économiques chinois, la France aurait dû prendre la mesure un petit peu de cette sortie des acteurs économiques. Elle ne l'a pas fait. Il a fallu attendre finalement la fin des années 2000 pour que les médias en particulier et ou les diplomates français prennent cette mesure. Trop tard, évidemment trop tard, ils avaient 10 à 15 ans de retard. Donc non, malheureusement, il y a jusqu'à très récemment, avec des programmes comme Global Gateway de l'Union européenne, on n'a pas vraiment
de prise de mesure, de prise en considération du poids commercial, politique, économique et culturel chinois en Afrique. Les militaires américains quittent le Niger, notamment Niamey, Agadez aussi dans quelques jours. Est-ce qu'il y a une crainte de voir aussi la Chine renforcer sa présence militaire ? Alors pour les parties occidentales, notamment états-uniennes et françaises, oui, j'imagine, mais je ne travaille pas au ministère de la Défense ou des Armées, je suis universitaire, donc j'imagine que oui. Après, pour ma part, je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont leurs positions, leurs représentations. On connaît le lien qui unit la Russie et la Chine. Est-ce que vous qui travaillez sur la question chinoise, vous pouvez nous dire que cette relation profite aussi à la Russie, qui, on le sait, est de plus en plus présente en Afrique ? Alors je dirais qu'il faut quand même séparer les deux politiques. Pas les mêmes intérêts. Non, ils n'ont pas les mêmes intérêts, à part sur des minéraux et des métaux. Mais globalement, la politique russe est plutôt sécuritaire, historiquement avec l'URSS et la Russie de Poutine ensuite. La chinoise est beaucoup plus ouverte, on va dire, d'un point de vue culturel, effectivement politique militaire, sécuritaire, mais également économique, commerciale, etc. Donc on a une politique plutôt multiforme, pluriforme côté chinois, et plutôt sécuritaire côté russe. Pour schématiser. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous nous dites en fait que ces relations sino-africaines, quelque part, elles sont un miroir des relations internationales de ces dernières décennies. En quoi est-ce le cas ? Eh bien, on voit la montée en puissance de la Chine, en Afrique et ailleurs, en Europe également, en Europe de l'Est notamment, en Serbie par exemple. Donc, effectivement, l'Afrique est une forme de miroir qui permet de se représenter la montée en puissance multivectorielle ou d'un point de vue pluriforme de la Chine dans le monde. Et que l'on parle des minéraux, des métaux, des acteurs économiques chinois, y compris des migrants privés, entre guillemets, qui ne partent pas du fait de l'État chinois, du commerce, du business en général, ou du fait militaire, effectivement, le continent africain est une forme de miroir. Alors, j'aimerais vous entendre maintenant sur la question, comme on pourrait l'appeler, pas culturelle, mais en tout cas sociétale. Est-ce qu'il y a des communautés chinoises qui s'installent en Afrique ? La réponse est évidemment oui. Comment cela se passe ? Est-ce que ce sont des ressortissants qui apprennent la langue du pays local, notamment le français, par exemple, langue de l'ex-colonie française, ou des langues locales. On voit parfois des vidéos où des Algériens, des Marocains ou d'autres montrent des Chinois qui ont appris le dialecte algérien, le dialecte marocain. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Alors tout d'abord, les communautés chinoises, plutôt que diaspora, les communautés chinoises dans ces pays africains sont très 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 différentes. Il y a l'histoire évidemment des relations bilatérales, Chine-Maroc, Chine-Algérie, etc., qui va jouer, déjà elles vont jouer ces relations. Et puis ensuite, il y a les conditions actuelles d'acclimatation, finalement de venue de ces migrants chinois. Donc il y a énormément de paramètres qui vont influencer, disons, le caractère de la communauté. Mais effectivement, il y a depuis à peu près 20 ans maintenant, une vingtaine d'années, de plus en plus de migrants qui... Mais il y a des quartiers chinois dans ces pays d'Afrique ? Des quartiers chinois, oui et non. Alors, tout dépend des pays. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de quartier chinois, par exemple. On a un quartier commercial chinois, mais pas de quartier résidentiel chinois. À Dakar, on a un petit quartier résidentiel chinois à côté sur le plateau, à côté du centre-ville. Voilà, tout dépend des pays. Et effectivement, il y a plutôt des quartiers chinois dans les vieux pays d'installation, notamment à Madagascar, la Réunion aussi pour la France, l'Afrique du Sud, ou des pays de la côte orientale, Tanzanie un petit peu et Kenya. Est-ce que cette coopération profite aussi aux ressortissants de pays d'Afrique, notamment aux étudiants qui veulent aller parfaire leur niveau, leur cursus en Chine ? Est-ce qu'on le voit ? Oui, bien sûr. Le nombre de bourses augmente à chaque FOCAC, donc à chaque forum de coopération Chine-Afrique, tous les 3 ans. On a maintenant des centaines et des milliers, même des milliers de bourses en fait, qui sont distribuées par le gouvernement chinois ou ses ministères pour former des étudiants africains dans tous les domaines, y compris évidemment au niveau doctorat. Et ceci a une influence majeure sur les représentations africaines de demain, parce qu'ils forment finalement les élites de demain. Et ça, c'est important de mon point de vue. Alors, il faut lire votre livre. On a oublié la question éminemment, bien sûr, de la dette, des prêts qui d'ailleurs diminuent. On ne va pas tout dire, mais juste une dernière question. Un prochain continent sur lequel lorgne la Chine, l'Amérique latine ? Je dirais plutôt l'Océanie, dans ce cadre-là. L'Amérique latine est un ancien partenaire également de la Chine, y compris Taïwan d'ailleurs, et la Chine est déjà bien présente, notamment au Brésil. Donc je parle plutôt de l'Océanie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Xavier Oregan, on le voit à l'image, Chine, puissance africaine, c'est aux éditions Armand Collin. Merci à vous. Merci.